Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'actu. Dans beaucoup d'associations, les bénévoles sont aujourd'hui devenus indispensables. On compte sur eux comme soutien dans l'accomplissement de toute une série de missions. Mais certaines structures rencontrent des difficultés pour recruter ces volontaires. Les garder est aussi parfois un défi. Alors assiste-t-on aujourd'hui à une crise du bénévolat? C'est ce qu'on va voir ce soir avec nos invités. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Milena Chantraine, bonsoir. Vous êtes directrice de la plateforme francophone du volontariat. Puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Céline Frisinski, bonsoir. Vous êtes, vous, chargée de recherche à cette même plateforme francophone du volontariat. Première question pour vous, Milena Chantraine. Je parlais dans mon introduction d'un secteur en crise. On peut dire ça aujourd'hui, le bénévolat c'est compliqué pour certaines associations? Alors nous, on préfère parler plutôt d'engagement citoyen en mutation, parce que clairement, à l'instar, je dirais, de notre société, on voit des changements dans la vie quotidienne, dans le parcours de vie des personnes, des familles, et du coup aussi des associations qui doivent faire face à des changements. On a eu il y a quelques années la crise sanitaire et sociale, il y a les crises économiques aussi qui a touché le secteur associatif en particulier. Et je n'apprendrai à personne que l'absence de gouvernement bruxellois actuellement est aussi un enjeu par rapport au changement que les associations ont géré. Vous parlez de mutation. C'est vrai que nous, on fait fréquemment des reportages pour des appels à des bénévoles. On a vraiment aujourd'hui une partie du secteur associatif, social qui peine à trouver des bénévoles pour certaines missions. Alors c'est une réalité, en effet, les associations restent à la recherche de volontaires et on peut voir beaucoup d'annonces sur les médias et aussi sur les réseaux sociaux, mais il ne faut pas considérer que c'est parce que l'engagement est en baisse. Alors on n'a malheureusement pas d'études en Belgique qui permettent d'étayer ça, mais si on regarde du côté de la France, on voit que l'engagement citoyen est revenu au même niveau que l'avant-Covid en 2024. Donc, il y a bon espoir pour les associations que les gens ont envie de s'engager, mais le challenge, c'est de pouvoir à la fois répondre au mieux à leurs aspirations, à leurs attentes en termes d'engagement qui parfois sont plus flexibles, moins sur du long terme, où il y a une notion de sens qui est vraiment importante. Et donc, pour ça, ça peut représenter des enjeux pour les associations. Oui, alors Céline Frisinski, parlons chiffres. Dans le secteur social, en région bruxelloise, ça représente combien de personnes ce bénévolat ? Alors en termes de pourcentage, sur l'ensemble des bénévoles, l'action sociale, c'est 18% des bénévoles. C'est le secteur qui vient en deuxième position après la culture. Donc c'est un secteur qui mobilise beaucoup de personnes, de citoyens et de citoyennes engagés. Donc c'est quand même, ça nous semblait important de nous pencher sur ce secteur. Oui, donc on parle de 11 000 bénévoles dans le secteur de l'action sociale. Et c'est l'action sociale au sens large. Oui, c'est vraiment l'aide aux personnes qui ont besoin d'aide, d'accompagnement, d'accéder à leurs droits les plus élémentaires comme le logement, l'alimentation, les droits d'asile aussi. Ça peut être du soutien à des familles monoparentales. C'est très large. Alors, il y a un moment de crise où le bénévolat a été très important, c'était pendant la crise Covid, où là, beaucoup d'institutions ont eu besoin de bénévoles. On avait rencontré à l'époque un de ces bénévoles dans une maison de repos. Je vous propose de voir un extrait de ce reportage. C'est l'heure de la collation dans cette maison de repos du CPAS de Watermal-Boisfort. Le petit plaisir d'après-midi. Donc ça peut être un fruit, ça peut être un café, ça peut être une bière, ça peut être une limonade. Actuellement en chômage temporaire, Patrick van der Straten offre son temps comme bénévole depuis 3 semaines. C'est valorisant. C'est-à-dire que j'ai du temps à perdre en plus et comme on en manque d'effectifs, autant se rendre utile et servir à quelque chose. Affecté à la cafétéria, Patrick s'occupe de la distribution en chambre, des collations et des repas du soir. Monsieur Rancard, bonjour. En fait, on passe de chambre en chambre et on demande ce qu'ils désirent pour l'après-midi. Et c'est un fameux soulagement pour les équipes. Heureusement que monsieur est là pour nous aider, ça nous enlève un gros poids, sincèrement. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme par exemple ça nous demande en fait du travail en plus. Du travail en plus, et là on voit pendant que cette période, à un certain moment, les bénévoles ont remplacé les travailleurs. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui que finalement les bénévoles pallient une absence de travailleurs ? Alors pour reprendre effectivement le contexte de crise sanitaire qu'on a vu là sur la vidéo, c'est vrai que
dans cette période-là, il y a eu pas mal d'appels à volontaires dans les maisons de repos, dans les hôpitaux aussi, dans les centres de vaccination. Oui, mais aujourd'hui... Et aujourd'hui, alors nous, on a à cœur de rappeler qu'il ne faut pas prendre le volontariat comme une main-d'œuvre gratuite ou juste pour pallier des pénuries ou pour des raisons économiques. Pourquoi ? Parce que, in fine, par rapport à, d'une part, le sentiment d'utilité du volontariat pour la personne, ça va poser souci. Par rapport aux équipes salariées, aux équipes soignantes, si on reprend le contexte des soins, en fait, c'est la crainte d'avoir un emploi qui soit garanti aujourd'hui. Et donc, la question du sens, vraiment, pour l'engagement, il se pose à la fois pour la personne qui va s'impliquer comme volontaire, à la fois pour l'association, parce que faire face au bénévolat pour pallier du personnel ou pour pallier des heures supplémentaires, c'est non, et la loi l'interdit. Et d'autre part, c'est pour la société, en termes d'innovation sociale, en termes d'ouverture, en termes de tolérance, en termes de démocratie. Sans ce sens, à la fois les bienfaits du volontariat pour la personne, pour l'association et pour la société sont vraiment mis à mal. Oui, alors Céline Frzezinski, vous avez fait réaliser une étude pour cerner finalement ce volontariat ici en région bruxelloise. Est-ce qu'il y a vraiment certaines associations qui, voulons avouer, finalement, nous on utilise des bénévoles parfois parce qu'on n'a pas de travailleurs ou on n'en trouve pas? Alors, les bénévoles sont certainement une ressource humaine très riche et indispensable au fonctionnement de beaucoup d'organisations à Bruxelles. Si en effet il y a une dimension économique, ces associations ont quand même à cœur d'accueillir correctement des bénévoles. Ce n'est pas de la main-d'œuvre bon marché qu'on utilise et qui serait corvéable à merci. Et par ailleurs, il y a des organisations, quand on leur pose la question... Si vous avez un budget illimité, voilà, dans les rêves, est-ce que vous arrêtez de faire appel à des bénévoles? Et la plupart des associations nous disent non, parce qu'il y a vraiment une plus-value, il y a des valeurs humaines, il se crée de la solidarité au sein de l'association avec les usagers, avec les bénévoles. Donc c'est une dimension humaine qui parfois a du mal à être chiffrée en fait. Oui, mais par rapport à ça, on sait que certains métiers sont en pénurie. Est-ce qu'il n'y a pas parfois, bon an, mal an, les associations qui ne savent pas faire autrement et qui donc utilisent des bénévoles pour remplacer cette main-d'œuvre absente ou qu'on ne parvient pas à engager? Alors c'est ce que les co-chercheurs et les co-chercheuses dans le groupe de recherche ont pointé, c'est qu'en effet, certaines organisations n'ont pas d'autre choix que de rechercher des profils de bénévoles assez pointus. Par exemple, avec des diplômes ou des compétences, parce qu'il n'y a pas les fonds pour engager professionnellement, d'avoir du salariat, en tout cas, sur ces postes-là. Et c'est un risque, ça, selon vous? Ça fait partie... du monde du bénévolat. On sait qu'il y a des profils pointus qui sont recherchés, il y a des structures qui viennent en aide à des publics très défavorisés, qui n'ont pas les financements publics qui suivent. Et donc, voilà, des gens, des juristes, des médecins, des sages-femmes, des dentistes, consacrent du temps bénévolement à côté de leur profession. Ouais, et ça, Milena Chantraine, quand on voit, vous parliez tout à l'heure de l'absence de gouvernement, quand on voit la situation budgétaire en région bruxelloise, est-ce que vous craignez que ça n'arrive de plus en plus, finalement, cette situation ? C'est en tout cas une vigilance effectivement qu'on a. Pourquoi ? Parce que des risques de recourir au bénévolat pour pallier des pénuries, on l'a vu en période Covid, le gouvernement lui-même l'a fait en fait, en faisant appel aux volontaires dans les centres de vaccination, dans des maisons de repos à caractère commercial, etc. Mais le risque en fait, il se pose d'une part pour la vision de société qu'on peut avoir, mais aussi en fait concrètement, quotidiennement pour les associations. Avoir des volontaires, comme Céline l'a dit, ce sont des ressources humaines à gérer. Si demain, en fait, les associations manquent de fonds, manquent de moyens pour assurer finalement cet accompagnement, c'est un risque à la fois pour les volontaires, parce qu'en fait, ils vont se sentir pas soutenus, en fait, pas reconnus, pas valorisés en fait dans leur rôle, et in fine, leur bien-être va en être en pâtie. Ça va être peut-être un état de fatigue, un état de questionnement, un état d'incertitude, et in fine, en particulier pour l'action sociale, ça va remettre à mal aussi le bien-être des publics accompagnés, des personnes fragilisées qui sont parfois avec des surcouches aussi de besoins et de problèmes auxquels les bénévoles répondent. Ouais, et ça, est-ce que ça vous est revenu dans votre étude des associations qui disaient que finalement ils n'avaient pas le choix, mais que ça entraînait aussi certaines difficultés ou ça risquait de provoquer des difficultés, cet appel aux bénévoles de plus en plus important?
Non, parce que même quand il y a cette question il y a quand même toujours une question de choix. Donc, elles font le choix de faire appel à des bénévoles et elles savent pour la plupart ce que ça veut dire. C'est que c'est des gens qui s'engagent librement, sans contrepartie, au profit d'autrui. Et donc, ce geste d'humanité, de solidarité, elles en prennent quand même compte. Et voilà, c'est quelque chose avec lequel elles composent déjà bien avant. C'est vrai que ça s'accentue, mais ça fait partie du jeu associatif quelque part. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous parliez des profils recherchés. Il y a vraiment des associations qui recherchent de multiples profils. On avait eu l'occasion de s'en rendre compte lors d'une interview de la responsable régionale de Médecins du Monde sur notre antenne. C'était il y a quelques mois. Je vous propose de l'entendre. On a besoin de médicaux et de non-médicaux, donc c'est vraiment ouvert à tous ceux qui ont envie de nous rejoindre pour défendre aussi le droit à la santé, qui est un droit universel. Donc voilà, au niveau médical, c'est autant des médecins, des infirmiers, infirmières, sages-femmes, psychologues, kinés, des médecins spécialistes aussi. Et pour les non-médicaux, accueillants, accueillantes, puisque à chaque fois dans nos consultations, il y a quelqu'un qui prend en charge les gens dans nos salles d'attente ou ce qui s'apparente à nos salles d'attente. Et aussi des chauffeurs pour notre Medibus. Donc il ne faut pas avoir un permis spécial, c'est un permis B. Donc maintenant il faut se sentir à l'aise évidemment dans les rues de Bruxelles pour conduire ce petit camping-car transformé en clinique mobile. Mais voilà, c'est des profils très différents et c'est aussi bien en semaine que le week-end, en journée qu'en soirée. Ben voilà, donc là on voit que le spectre est très très large. On a l'impression que parfois certaines associations, elles construisent leur modèle de fonctionnement sur le volontariat, sur le bénévolat. Est-ce que c'est le cas ? Alors, comme Céline a dit, faire appel à des bénévoles, c'est chaque fois un choix de l'association. Et nous, on conseille souvent de se dire, OK, en fait, quelle mission, quel besoin satisfait en fait, finalement auxquels les volontaires vont répondre. Alors, ça peut être le droit à la santé, ça peut être le droit à la dignité, ça peut être l'accès à une alimentation. Ce sont des éléments plus globaux qui vont faire finalement référence à ce que le volontariat apporte de manière générale. Et puis au niveau des missions, il faut toujours se poser la question en fait. Quel sens ça a de faire appel à des bénévoles et pas de trouver des financements pour un emploi type salariat? S'il y a des salariés et des volontaires qui font les mêmes tâches, quel est le rôle de chacun, chacune, comment est-ce que ça se module au niveau du relationnel, c'est de voir aussi les positions de collaboration ou d'information, éventuellement de hiérarchie, en fait, qu'il peut y avoir aussi parfois entre volontaires et équipes salariées. Et notre ASBL, elle rappelle souvent aux associations, faites ce choix de manière consciente. Voilà, il n'y a pas de bonne mission ou de mission associée uniquement à des volontaires ou uniquement à des membres d'une équipe salariée. Mais par contre, il faut s'assurer que, in fine, les missions soient les plus claires possibles et que tout un chacun soit au courant aussi de qui fait quoi, à qui on se réfère pour telle chose, pour que dans le quotidien, ça se passe sereinement, à la fois sans remettre en question la sécurité d'emploi des équipes salariées et à la fois être porteur de sens pour la personne qui se dit « je suis en train de piquer ». Oui, on voit la complexité, en tout cas dans le relationnel. Mais justement, on va évoquer ça. Quel est l'état de santé de ces bénévoles ? On parle parfois de risque de surinvestissement, de risque de fatigue morale. Qu'en est-il exactement ? Qu'est-ce qui vous est revenu comme expérience ? Alors, de la recherche, ce qui ressort, c'est qu'il faut être très attentif au risque d'épuisement qui est bien réel chez les bénévoles. Il est bien réel chez les bénévoles de manière globale, mais il est plus accru dans l'action sociale, parce que les bénévoles assistent à des situations sociales d'une violence quand même assez importante. Sans y être toujours préparé. Bien sûr, les bénévoles arrivent, et leur nom l'indique, avec leur bonne volonté, et puis se retrouvent face à des gens qui font la file pour juste avoir de la nourriture. Et donc, c'est quelque chose qui est très heurtant. Donc, voilà, il peut y avoir des désillusions chez les bénévoles. Il peut y avoir de l'épuisement. Et en fait, il y a vraiment des risques psychosociaux, un peu comme on l'entend dans le monde du travail. Et les bénévoles peuvent être aussi sujets et sujettes à des burn-out, par exemple. Ouais. Et vraiment un risque d'épuisement. Ouais, et donc, par rapport à ça, vous insistez, et c'est bien indiqué dans votre étude, sur l'importance de l'accompagnement, du début jusqu'à la fin, de l'engagement jusqu'au désengagement. Mais est-ce que les associations, qui ont bien souvent le nez dans le guidon, elles ont les moyens de faire ça aujourd'hui ?
C'est une bonne remarque parce que souvent, ces financements et ces ressources, alors parfois c'est au niveau financier, mais ça peut être aussi au niveau du temps, au niveau des compétences aussi en tant que responsable de volontaire. Parfois, on sent que c'est finalement une fonction, le responsable de volontaire, qui n'est pas forcément reconnu et pas assez soutenu. Alors nous, on aimerait qu'il y ait davantage de soutien dans les politiques publiques aussi pour reconnaître le rôle de responsable ou d'accompagnateur des volontaires parce qu'effectivement l'engagement c'est du début à la fin, mais c'est aussi au quotidien pour outiller les volontaires, pour les accueillir, pour leur fournir éventuellement les formations requises en fonction des rôles aussi assumés, de pouvoir être là pour écouter les bénévoles, en particulier quand ils font face à des difficultés ou des fragilités en fait qu'ils ne savent pas gérer. Et ça fait partie de nos revendications. Alors, au niveau politique, mais aussi nous, dans notre quotidien, on a des outils pour les associations. Les associations, on les voit participer à nos formations qui sont toujours remplies avec des listes d'attente, des moments d'échange. Notre site web, il y a plein d'outils aussi qui peuvent aider les associations vraiment pour penser le projet de volontariat de A à Z, du c'est quoi légalement, à comment est-ce qu'on accueille, comment est-ce qu'on fidélise aussi quand on a envie de garder les personnes le plus longtemps possible dans son association, comment est-ce qu'on leur dit au revoir à un moment donné, comment on les remercie aussi. Parce que ça, vous l'indiquez, il y a tout un parcours que vous indiquez d'accompagnement finalement du bénévole. Ça va de la définition de la mission à l'entretien individuel, à la protection aussi des bénévoles à un moment donné. Mais dans ce qui vous a été dit, quelles associations arrivent à faire ce parcours aujourd'hui ? Alors, il y a des associations qui, heureusement pour elles, ont par exemple une personne à temps plein sur la gestion, l'encadrement des bénévoles. Et ça, c'est la situation idéale. Et il y a des structures dans lesquelles, parfois, il n'y a pas de responsable de volontaire et des structures dans lesquelles le responsable de volontaire a plein d'autres tâches à faire en même temps. Donc, on est sur un parcours idéal. Nous, ce qu'on conseille aux organisations, c'est d'essayer de faire le plus petit pas possible en fonction de leurs ressources et matérielles et humaines, parce que c'est clair que si elles partent de zéro et qu'elles veulent s'attaquer au plan complet d'accompagnement qu'il y a dans la recherche, ça peut sembler très décourageant. Mais c'est de faire petit à petit une chose en se disant « ça j'ai le temps, j'en ai les capacités, j'en ai les ressources » et de capitaliser sur les succès. C'est vraiment un pas à la fois. Et puis voilà, nous on est toujours aussi disponibles pour accompagner les associations, pour, comme dit Milena, donner les outils. On a une permanence qui peut aiguiller les organisations. On ne les laisse pas toutes seules dans ce cheminement non plus. Ouais. Alors, vous parliez d'accompagnement, vous parliez aussi d'investissement. On imagine ce que les associations veulent, c'est un engagement régulier, une présence régulière. Vous disiez, mais l'engagement, il est en train de changer. Ça veut dire que l'investissement, il est plus mesuré, moins important aujourd'hui de la part des bénévoles ? Alors, en Belgique, on n'a malheureusement pas d'études qui prouvent un petit peu à quoi ressemble l'engagement aujourd'hui. La dernière étude, elle date de 2019-2020. Mais en France, on voit effectivement que si le taux d'engagement général est en tout cas maintenant le même qu'avant Covid, par contre, il change et il est plus ponctuel. Et ça, c'est une difficulté en particulier pour les associations qui ont souvent une mission qui est à long terme en fait et qui est une mission aussi de récurrence par rapport au public accompagné. Quand il faut créer un lien de confiance, par exemple, en action sociale avec la personne pour qu'elle puisse déposer des difficultés, etc., les bénévoles, c'est mieux qu'ils soient là sur un long temps. Mais du coup, ce que nous, on conseille aussi aux associations, c'est de se dire parfois, est-ce qu'il n'y a pas des tâches qui peuvent être séquencées qui permet que finalement, la personne, elle va avoir le temps de peut-être donner pas trop de temps, parce que ça fait partie du frein principal qui est évoqué par les gens, je manque de temps, mais que je peux le faire peut-être une fois par mois ou une fois toutes les 3 semaines, etc., en fonction des disponibilités. Et ce qu'on voit aussi, de nouveau en France, c'est que souvent, quand les personnes commencent par une mission plus ponctuelle, près de la moitié, en fait, continue son engagement. Parce qu'en fait, l'expérience s'est bien passée, parce qu'il y a eu un chouette accueil, parce qu'en fait, les personnes ont rencontré des gens. Et donc, en fait, ils se sont rendus compte que le collectif était vraiment là et que ça a du sens, en fait, de faire l'activité plus ponctuelle qu'ils étaient venus faire un moment. Oui. Et vous avez l'impression que le temps d'investissement diminue aussi en Belgique aujourd'hui que de la part des bénévoles ? En tout cas, souvent, nous, on reprend les résultats de France parce que c'est des choses aussi qu'on observe ici et que les associations nous partagent. En fait, c'est difficile de garder les personnes sur plusieurs mois, etc. Ou comment est-ce qu'on fait pour
malgré cette liberté, quand même demander aux bénévoles de rester quelques mois, un an, etc., voire plus. Donc oui, ça fait quand même partie des choses qu'on observe aussi sur le terrain. Et du coup, nous, on essaye de les outiller pour voir, OK, comment est-ce qu'on peut repenser finalement les activités volontaires, tout en ayant en tête l'action sur de long terme, etc. Et pour aussi répondre aux aspirations des bénévoles et des gens qui ont envie de s'engager. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que les associations, si elles cherchent des volontaires, elles doivent aussi pouvoir répondre au mieux à ce que les gens attendent et recherchent aujourd'hui. Oui, et votre étude ne le fait pas, mais ce qu'on peut faire, on peut dresser aujourd'hui le portrait d'un bénévole où c'est compliqué, où on peut faire un portrait robot à peu près. Alors, on ne l'a pas fait parce que déjà, ça n'est pas rentré dans les préoccupations du groupe de recherche, parce qu'il faut savoir que la recherche, c'était quand même des bénévoles, des responsables et des chercheurs qui se sont réunis, et donc c'était leur préoccupation qui devait arriver sur la table. Le profil type, il n'est pas dressé, et j'ai envie de dire, c'est tout le monde, à n'importe quel âge, n'importe quel genre, de n'importe quelle origine. Il y a des tâches, mais vraiment tellement variées dans le volontariat que c'est possible de trouver sa place. On a parlé tout à l'heure des profils très pointus. Il y a des volontariats, des missions qui sont adaptées à des gens qui sont très éloignés, et il y a même des structures qui mettent un point d'honneur à faire que leurs bénéficiaires, leurs usagers, puissent avoir accès aussi. Alors parfois c'est dans une association voisine ou dans un autre service, mais puissent aussi s'investir et avoir une place citoyenne, alors que par ailleurs ils bénéficient peut-être d'un accompagnement social, d'une aide alimentaire, de conseils juridiques. Donc il peut vraiment y avoir pour tous les profils. Oui, et vous parlez aussi dans votre étude des personnes qui sont des usagers d'une association et puis qui à un moment donné veulent en devenir des acteurs. Tout à fait. Et c'est pas si simple ça finalement. On le voit en tout cas dans votre étude. Non, alors c'est pas simple. Il y a des organisations qui elles vraiment en font un mode de fonctionnement et revendiquent ça. Et puis il y en a d'autres qui se questionnent. Et par exemple, nous on a déjà eu des rencontres avec les associations à ce sujet où on met un peu les inconvénients et les bénéfices sur la table, et où elles peuvent prendre un peu leurs orientations. On outille aussi. Parce qu'en même temps, c'est délicat. C'est difficile de refuser. Parfois, on sait que ça ne va pas être simple au quotidien. Ça doit être réfléchi. Ça fait partie des multiples facettes du volontariat en action sociale qui se réfléchissent. Et donc, nous, on essaye en tout cas d'accompagner au mieux quand il y a ce genre d'opportunité, parce que c'est vraiment une opportunité de donner la place à quelqu'un qui a envie de devenir acteur, et pas juste je reçois l'aide sociale, je suis aussi, je participe. Puis ils ont une place d'expert, et donc il y a des structures qui profitent de ça. Alors on parlait la semaine passée avec un psychologue des conséquences du Covid. Il nous disait on a une société qui est aujourd'hui plus méfiante, plus repliée sur elle-même, sur un petit noyau. Est-ce que le bénévolat pourrait en pâtir dans les années qui viennent ? Alors, si je ne peux pas en tout cas prédire encore le futur, il y a quand même des signaux assez positifs sur lesquels on peut se dire que le bénévolat a encore de longues années devant lui. Alors les signaux, c'est par exemple quand il y a eu la crise sanitaire et sociale, on a vu des élans de solidarité de personnes qui avaient besoin de faire quelque chose concrètement pour aider les autres. Cette notion d'aider les autres et vraiment d'altruisme, c'est quelque chose qui est hyper présent dans l'engagement citoyen et qui fait finalement partie des conditions sine qua non, si je peux dire, pour que l'expérience soit positive. Après les inondations en Belgique, mais aussi plus récemment dans d'autres pays, on a vu des masses de personnes se déplacer. Et donc vraiment, les valeurs de solidarité et d'entraide, elles sont présentes dans notre société. Mais c'est à nous, associations, de voir comment est-ce qu'on peut maintenir et attirer en fait ces ressources bénévoles pour faire profiter finalement notre mission à long terme, et aussi se dire que on s'adapte au mieux aux aspirations des citoyens et citoyennes qui ont envie que ça reste quelque chose de leur choix. Quelque chose qui a du sens, ils veulent défendre une cause et pouvoir librement choisir dans quelle association ils s'impliqueront demain. Donc le message est passé. Si vous voulez vous engager, pas de problème. Il y a une multitude d'associations qui sont en recherche aujourd'hui de bénévoles. Merci d'avoir donné un peu de votre temps sur ce plateau ce soir, et on renvoie à votre site, donc volontariat.be, où vous trouverez toute une série d'informations en tout genre. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir.
Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.